Elle avait tout, la maison, le mari, la mère à perte de vue. Et en une seule nuit de pluie, elle a tout perdu sans perdre quoi que ce soit. Pas de scandale, pas de bagages claqués dans le couloir, pas de cris. Juste une fissure invisible, tracée à l'intérieur, que personne ne verra jamais, et qu'elle portera jusqu'à la fin de ses jours. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est l'histoire d'une femme ordinaire, dans une vie en apparence parfaite, qui a commis une seule erreur, une erreur silencieuse, et qui a découvert que les erreurs silencieuses sont les plus dévastatrices, parce qu'on ne peut en parler à personne, jamais. Bienvenue sur Histoire d'infidélité. Je suis heureux de vous retrouver ici. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dehors en ce moment. Parce que cette histoire, vous allez vouloir l'écouter jusqu'au bout et vous allez comprendre pourquoi la mer, après certaines nuits, ne ressemble plus jamais tout à fait à la même mer. Le vent de la mer était leur voisin permanent. Il parcourait les pièces vides, feuilletait les pages des livres abandonnés sur la véranda et apportait avec lui l'odeur des embruns salés et des algues. Ce vent connaissait tous les secrets de cette maison construite au bord même de la falaise. Ses fenêtres semblaient avaler avidement l'immensité bleue, comme si elles avaient soif d'horizon depuis toujours. La maison était un rêve incarné dans le béton, le bois et l'espoir têtu de deux êtres qui s'étaient aimés assez fort pour bâtir quelque chose d'éternel. Il avait fallu 10 ans à Brigitte et Axel pour transformer des matériaux bruts et des plans d'architecte en ce refuge. 10 ans de labeur commun, mêlant gouttes de sueur, disputes enflammées sur la disposition des pièces, rires éclatants face aux imprévus et fierté silencieuse à chaque nouvelle pierre posée. Brigitte avait 48 ans à présent. Elle portait encore en elle les traces de cette jeune femme qui arrivait jadis sur le terrain vide avec sa tante, les yeux brillants, incandescents de désir de construire. « Tu te souviens, ce premier été ?» dit-elle un soir, les yeux posés sur la mer. « On dormait dans la tente, il pleuvait. Et toi, tu riais en disant que c'était exactement ce que tu avais toujours voulu. » Axel posa sa tasse, sourit lentement, comme on sourit à un souvenir qu'on a longtemps gardé précieusement entre soi. « Je me souviens surtout que tu pleurais en disant que tu m'avais épousé un fou. » Ce n'était pas faux. Ils restèrent silencieux un instant, et ce silence-là était doux. Le genre de silence qui ne pèse pas, qui respire. Les années au bord de la mer, si clémentes pour la peau, n'y laissant que de légères ridules lumineuses au coin des yeux, avait déposé dans le regard de Brigitte une sérénité familière, teintée d'une douce lassitude. Axel, de 5 ans son aîné, était à la fois son contraire et son complément. Solide, trapu, avec des mains habituées au rabot et à la barre du voilier, il dégageait une force calme et tranquille. Une force qui ne se voyait pas. On la sentait simplement, comme on sent la présence de la mer, même quand on ne la regarde pas. Leur vie était rythmée comme les marées. Le matin, café sur la terrasse face à l'horizon. La journée, chacun a ses occupations. Lui dans l'atelier ou sur son bateau, elle au jardin ou à donner des leçons aux quelques élèves du village auxquels elle enseignait l'anglais. Le soir, dîner suivi d'une longue conversation nonchalante sur des riens, ou contemplation silencieuse du coucher de soleil. Leur fils Luc, leur fierté et leur peine sourde, vivaient à Lyon depuis 3 ans déjà. Il avait 26 ans et avait gravi rapidement les échelons au sein d'une grande entreprise de technologie numérique. Sa chambre lumineuse au 2e étage, avec son balcon donnant directement sur la mer, était restée un sanctuaire intact. Tout y parlait de lui. Des étagères chargées de revues techniques, un vieux globe terrestre, un poster de galaxie qu'il avait collé au mur à l'adolescence. Brigitte y entrait 1 fois par semaine pour enlever la poussière, et chaque fois, un sentiment étrange s'emparait d'elle. Un nœud quelque part entre la gorge et la poitrine. Un mélange de nostalgie pour son fils et de la conscience brutale que ce chapitre de leur vie était définitivement clos. Un soir, elle resta plus longtemps que d'habitude dans la chambre. Elle s'assit sur le bord du lit, caressa le dos d'un vieux livre technique sans même regarder le titre, et sentit les larmes monter sans prévenir. Ce genre de larmes qu'on ne décide pas, qu'on ne comprend pas tout à fait. Axel la trouva ainsi. Il s'arrêta dans l'encadrement de la porte, ne dit rien d'abord. Puis il entra doucement, s'assit à côté d'elle, prit sa main dans la sienne. « Il nous appellera ce week-end, dit-il. Je sais. Alors ?» Elle secoua légèrement la tête. « Ce n'est pas ça, c'est juste. Cette maison était tellement pleine avant. Tu t'en souviens ? Le bruit, les portes qui claquaient, ses amis qui dormaient partout.
Et maintenant? Maintenant, c'est nous deux, dit Axel doucement. Et la mère, ce n'est pas rien. Elle le regarda. Il y avait dans ses yeux quelque chose d'indéfectible, une certitude tranquille qui l'avait toujours rassuré et, parfois, légèrement agacé, comme cette nuit, parce qu'il avait raison, et qu'avoir raison ne suffisait pas toujours à remplir le vide. Le silence dans la maison après le départ de Luc avait d'abord été assourdissant. Il ne se contentait pas d'occuper l'espace, il pesait, rappelant l'âge qui avançait, que les années les plus bruyantes et les plus vivantes étaient derrière eux. Pour égayer ce silence et arrondir quelque peu le budget familial, Axel proposa un soir, prudemment, autour du dîner. Et si on louait la chambre de Luc, juste pour de courtes durées, à des touristes, via cette application? Brigitte posa sa fourchette. Non. Brigitte, j'ai dit non, Axel. Cette chambre est à lui. Il n'y vit plus, ce n'est pas une raison. Il ne répondit pas. Il savait qu'il fallait laisser passer. Brigitte fixait la nappe, les lèvres légèrement serrées. Puis, après un long silence, elle soupira. Ce soupir particulier, celui qui précédait toujours une capitulation qu'elle refusait d'appeler ainsi. « Une semaine d'essai, dit-elle, pas plus. » Ils rangèrent soigneusement les affaires les plus personnelles de leur fils dans des cartons. Brigitte s'y attarda, replaçant les objets avec une attention presque douloureuse, comme si chaque geste comptait. Ils laissèrent un intérieur neutre et chaleureux, puis publièrent l'annonce. Chambre dans une maison privée au bord de la mer. Calme, tranquillité, inspiration. Les réponses arrivèrent variées. Jeune couple, groupe bruyant désireux d'organiser des fêtes au bord de l'eau. Axel était sélectif. Il voulait un hôte calme et respectueux, qui ne viendrait pas troubler leur équilibre fragile. Et un jour, une réponse le fit se redresser sur sa chaise. Il appela Brigitte depuis le salon. « Viens voir ça. » Elle s'approcha, s'essuya les mains sur son tablier et lut par-dessus son épaule. C'était un jeune homme de Bordeaux, bref, direct. Un manager prénommé Benoît, 25 ans. Il demandait à louer la chambre pour une semaine afin de travailler à distance, loin du bruit et de l'agitation des bureaux. « Je cherche un endroit calme au bord de l'eau où je puisse me concentrer et respirer un peu. » « Tu vois, dit Axel, satisfait. Un garçon sérieux. Il vient pour travailler, pas pour boire et faire la fête. Il me rappelle un peu notre Luc. » Brigitte observa la photo de profil, petite mais nette. Un jeune homme au visage ouvert, un sourire franc, quelque chose de direct dans les yeux. « Oui, dit-elle, réponds-lui. » Et dans sa voix, si on écoutait bien, il y avait quelque chose de plus qu'un simple accord. Une note légère, presque imperceptible, comme un souffle de vie qui rentrait par la fenêtre. Le jour de l'arrivée, Axel alla chercher leur hôte à la gare au volant de sa vieille Renault Kangoo fidèle et éprouvée. Cette voiture qu'il aimait pour sa solidité tranquille, à l'image de la maison, à l'image de lui. Brigitte, elle, resta préparer le dîner. Elle dressa la table sur la terrasse, disposa un vase de fleurs des champs cueillis au bord de la falaise, puis s'arrêta un instant, les mains posées sur la table, le regard perdu vers la mer. Un étrange frémissement la traversa. Une légère fébrilité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Comme si quelque chose allait changer. Comme si ce soir n'était pas tout à fait comme les autres. Elle secoua la tête, agacée d'elle-même. C'est la nervosité d'une hôtesse, rien d'autre. Benoît se révéla exactement tel que ses messages le laissaient entendre. Charmant sans être envahissant. Il descendit de la Kangoo avec une valise compacte et un sac à dos pour son ordinateur. Grand, élancé, en simple chemise claire et jeans sombres. Son sourire était léger, sans trace de flatterie ou de familiarité excessive. Il serra la main d'Axel avec fermeté, puis, lorsque Brigitte apparut sur le perron, il inclina légèrement la tête, avec une courtoisie naturelle qui n'avait rien d'appris. « Bonsoir Brigitte, je suis très heureux d'être là. Merci de m'avoir ouvert votre maison. »« Entrez, dit-elle, le dîner est presque prêt. » Il sourit, ce même sourire de la photo, mais en vrai, légèrement plus doux. « Ça sent bon depuis le portail. » Elle rit malgré elle. Son respect pour les hôtes et leur espace se manifesta dès le premier instant. Il rangea ses affaires dans la chambre de Luc sans déplacer le moindre objet inutilement. Le matin, quand il venait chercher un verre d'eau à la cuisine,
Il se déplaçait presque sans bruit, veillant à ne déranger personne. Sa journée de travail commençait tôt. Il s'enfermait dans sa chambre et seul le cliquetis discret du clavier filtrait sous la porte. Après le déjeuner, vers 14 heures, il réapparaissait avec son sac sur les épaules. Il saluait les propriétaires s'il en croisait un et disait « Je vais faire un tour, je travaillerai peut-être au café sur le port ou sur la plage, si le vent ne me gêne pas trop. » « Le vent gêne toujours ici, répondit Axel depuis sa chaise longue, mais on finit par ne plus l'entendre. C'est peut-être ça que je suis venu chercher, dit Benoît. Et il s'éloignait à grands pas réguliers sur le sentier qui menait au village, sa silhouette se découpant progressivement sur le fond lumineux du ciel de mer. Les soirées devenaient parfois partagées. Axel, hôte chaleureux, aimait s'attarder sur la terrasse après le dîner, et il invitait toujours Benoît à les rejoindre si celui-ci était à la maison. L'hôte n'acceptait jamais par politesse vide, mais ne s'imposait pas davantage. Il s'installait dans les fauteuils en osier, buvait la tisane que préparait Brigitte ou un verre de vin blanc du pays et conversait, de la mer, du travail, du monde, et parfois de rien du tout. Et ce rien du tout, étrangement, était le plus précieux. Les soirées devenaient parfois partagées. Axel, hôte chaleureux, aimait s'attarder sur la terrasse après le dîner, et il invitait toujours Benoît à les rejoindre si celui-ci était à la maison. L'hôte n'acceptait jamais par pure politesse, mais ne s'imposait pas davantage. Il s'installait dans les fauteuils en osier, buvait la tisane que préparait Brigitte ou un verre de vin blanc du pays et conversait. Les conversations coulaient doucement, les voyages, les livres, la vie dans les grandes villes et les bienfaits du silence. Benoît parlait de son travail, de cette fatigue sourde accumulée au fil des réunions interminables et des intrigues de bureau, et de ce rêve qu'il portait en lui, discret mais tenace, ouvrir un jour sa propre structure, un studio de design numérique. Il en parlait sans emphase, mais avec une flamme intérieure qu'il était impossible de ne pas remarquer. « Ce que j'aime dans ce métier, c'est que tu crées quelque chose qui n'existait pas avant, dit-il un soir, les yeux tournés vers la mer. Mais dans une grande boîte, on t'apprend vite à créer pour les autres, à éteindre ta propre voix. »« Et tu veux récupérer cette voix ?» demanda Brigitte. Il la regarda, un peu surpris qu'elle ait posé la question aussi directement. « C'est exactement ça, dit-il. Oui, c'est précisément dans ces moments-là que Brigitte surprenait son regard posé sur elle. Il n'écoutait pas seulement Axel, il l'écoutait elle aussi. Son attention n'avait rien d'appuyé, rien de calculé. Elle était naturelle, presque déconcertante. Quand elle racontait comment ils avaient construit la maison, planté chaque arbre du jardin, il la regardait, hochait la tête, posait des questions précises. Et un soir, alors qu'elle apportait sur la table une tarte aux pommes fraîchement sortie du four, il en huma le parfum, sourit sincèrement et dit « Brigitte, votre maison a quelque chose de rare. On le sent en entrant. Ce n'est pas juste la propreté, c'est la vie. Il y a des mains attentionnées ici, et ça se voit. » Le compliment était léger, sans arrière-pensée, mais il résonna en elle comme un écho venu de très loin. Depuis combien d'années n'avait-on pas dit quelque chose comme ça? Depuis combien d'années n'avait-on pas vraiment regardé ce qu'elle faisait? Car les longues années de mariage, rythmées par la succession des jours ordinaires, la facture d'électricité, le prix du carburant pour le bateau, la réparation du portail qui grinçait, le choix de la peinture pour la façade, avaient fini par effacer quelque chose en elle, quelque chose qu'elle n'aurait su nommer clairement, mais dont l'absence se faisait sentir, comme un courant d'air sous une porte mal fermée. Elle était la compagne, la maîtresse de maison, la voisine fiable, le soutien solide. Sa valeur se mesurait au dîner servi à l'heure, au linge bien plié, aux conseils avisés sur la variété de pommiers à planter. Axel l'aimait, elle ne le doutait pas. Mais son amour était devenu silencieux, familier, comme cette maison. Il ne la regardait plus avec cet œil-là, cet œil qui cherche, qui découvre, qui s'étonne. Le regard de Benoît réveillait en elle quelque chose de longtemps assoupi, une corde oubliée qui vibrait sourdement, avec une insistance douce et troublante. Elle se surprit à choisir, avant le dîner, non plus simplement un chemisier propre, mais un beau, à rajuster ses cheveux devant le miroir de l'entrée. Ce n'était pas de la coquetterie pour l'hôte, c'était un désir pour elle-même, le désir de redevenir celle qu'on peut regarder avec admiration.
soir, Axel descendit au garage s'occuper du moteur, et Benoît rentra de la promenade avec son ordinateur sous le bras. Ils se retrouvèrent seuls sur la terrasse, tous les deux, sous un ciel encore tiède. La conversation glissa d'elle-même vers Luc. Brigitte parla de son fils avec nostalgie, mais aussi avec une tristesse qu'elle ne chercha pas à dissimuler. Il avait tellement de projets lui aussi. Il rêvait de monter sa propre start-up. Et maintenant, le voilà là-bas, à Lyon, à travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. Sa voix portait une amertume inhabituelle, presque étrangère à elle-même. Parfois, je me dis qu'on a construit cette maison au bord de la mer pour qu'il puisse mieux s'en échapper. Benoît l'écouta sans interrompre. Puis il dit avec une douceur mesurée. Il s'est enfui là où vous l'avez conduit. Vous lui avez donné tout ce qu'il fallait pour oser rêver. Ce n'est pas rien, c'est même tout. Il n'y avait dans ces mots aucune consolation creuse. Il y avait une compréhension réelle, posée là, simplement. Et à cet instant, Brigitte sentit quelque chose se tendre entre eux. Un fil invisible, ni générationnel, ni familial, mais profondément humain. Le fil fragile de deux solitudes qui se reconnaissent au cœur d'une vie en apparence, bien rangée. 5 jours après l'arrivée de Benoît, il se passa ce que Brigitte allait désigner dans ses pensées, bien plus tard, comme une intervention du destin, ou peut-être une simple coïncidence qui avait décidé de changer de visage. Axel reçut un appel de son vieil ami Hervé, capitaine d'un petit chalutier dans la baie voisine. La voix dans le combiné était animée, pressée. « Axel, prépare-toi, tu embarques avec moi. 2 jours, pas plus. On a eu un tuyau. Un banc de poissons comme on n'en voit pas souvent par ici. Si ça marche, c'est une belle somme. Ta part t'attend. » C'était l'occasion de gagner en 2 jours l'équivalent d'1 mois de location de chambre et de cours particuliers réunis. Axel s'enflamma. Il aimait la mer non seulement pour sa beauté, mais pour sa générosité imprévisible. Cette générosité rare, capricieuse, qui ne se laisse pas apprivoiser. Il entra dans la cuisine où Brigitte épluchait des légumes. C'était Hervé. Il propose une sortie de 2 jours, départ demain matin. Ça pourrait être très rentable. Qu'est-ce que tu en penses ? Il la regardait d'un air interrogateur, mais dans ses yeux brillait déjà la fièvre de la chasse. La décision était prise avant même qu'elle réponde. Brigitte s'immobilisa une fraction de seconde. 2 jours seule dans la maison, avec l'hôte. La pensée traversa son esprit comme une brise fraîche et inattendue, lui serra légèrement le cœur. Mais elle la chassa aussitôt, se traitant intérieurement d'absurde. « Vas-y, bien sûr, dit-elle d'une voix qu'elle s'efforça de garder égale. Mais fais attention, regarde la météo. » Axel hocha la tête, satisfait, déjà en train d'inventorier mentalement son matériel. Il prépara son sac en un quart d'heure, embrassa Brigitte sur la joue au moment du départ, un baiser rapide, machinal, le baiser de tous les matins, puis tapa amicalement sur l'épaule de Benoît qui était venu lui dire au revoir sur le pas de la porte, et s'en alla dans sa vieille Kangoo en direction de la baie. Le silence qui s'installa dans la maison n'avait rien à voir avec le silence habituel. Celui-là était dense, presque palpable, un silence qui attendait quelque chose. Brigitte tenta de s'occuper. Elle remit de l'ordre dans une armoire, répondit aux messages de ses élèves, mais rien ne tenait entre ses mains. Ses pensées revenaient sans cesse au même point, comme une vague qui refait inlassablement le même chemin sur le sable. Elle se sentait au bord d'une falaise, pas celle du jardin, celle que l'on porte en soi, avec, devant elle, un vide dont elle ne connaissait pas encore la profondeur. Benoît, comme à son habitude, était parti travailler le matin, mais il rentra plus tôt que d'ordinaire. Le ciel, vers le soir, s'était alourdi. De lourds nuages chargés d'humidité remontaient de la mer, et les premières gouttes d'une pluie tiède se mirent à tambouriner doucement sur les tuiles. Brigitte était debout devant la fenêtre du salon, les bras légèrement croisés sur la poitrine, regardant la mer grise se fondre dans un ciel gris. Les deux étaient devenus indiscernables, une seule masse sourde, mouvante, habitée. Elle entendit des pas dans l'escalier. Benoît descendait. Il s'arrêta dans l'encadrement de la porte du salon, les cheveux légèrement humides. « La pluie m'a pris de court, dit-il. J'ai dû plier bagage. » Il sourit, mais dans ce sourire aussi se lisait une légère tension. « Oui, répondit Brigitte sans se retourner. Une pluie d'été comme celle-là dure toute la nuit. » Elle sentit qu'il fallait dire quelque chose, faire quelque chose, remplir ce silence épais qui pesait entre eux. Elle était l'hôtesse, c'était son rôle, son encre.
Vous voulez du thé dit-elle en se retournant enfin. J'ai une confiture maison de pétales de rose. Je l'ai faite moi-même. Ils s'installèrent à la grande table en bois de la cuisine. Face à face pour la première fois sans Axel entre eux, sans ce tampon rassurant, ils parlèrent d'abord de tout et de rien. La pluie, le travail de Benoît, la rapidité avec laquelle la semaine était passée. Mais le thé était chaud, la confiture parfumée et sucrée, et dehors la pluie s'intensifiait, créant autour de la maison un cocon intime et doux, coupé du reste du monde par un rideau d'eau. La conversation, comme emportée par un courant, les mena ailleurs. Benoît soupira, repoussa doucement sa tasse vide. Vous savez, Brigitte, des soirs comme celui-là, ils mettent à nu tout ce qu'on s'efforce d'étouffer dans l'agitation. Il parlait sans la regarder, les yeux suivant une goutte qui descendait lentement sur le carreau. Je ne suis pas venu ici seulement pour travailler. Je suis venu fuir quelque chose. Fuir moi-même surtout. Et il raconta. Il parla d'une rupture récente avec une jeune femme avec qui il avait vécu 3 ans. Ce n'était pas une trahison fracassante, c'était quelque chose de plus insidieux, un éloignement progressif et silencieux. 2 êtres qui réalisent un matin qu'ils parlent des langues différentes et ne s'entendent plus. On était devenus des colocataires, dit-il, et dans sa voix résonnait une ironie amère. Et quand c'est devenu une certitude, c'est devenu insupportable. Brigitte l'écoutait, et son propre cœur répondait en écho, sourdement, douloureusement. Elle comprenait chaque mot, pas à la lettre, mais dans sa substance. Le détachement silencieux, la vie menée en parallèle sous le même toit. Et alors, sans l'avoir décidé, elle se mit à parler. Non pour dire du mal d'Axel, jamais, mais pour parler d'elle, de la façon dont le rêve d'une maison au bord de la mer pouvait parfois ressembler à une cage dorée, de la façon dont le silence tant espéré pouvait se transformer en bourdonnement sourd de solitude, de la façon dont les années s'accumulent en routine jusqu'à ne plus laisser de place aux surprises, même aux plus petites. Parfois j'ai l'impression que la vie passe à côté, murmura-t-elle, que je suis là, sur ce beau rivage, et que je regarde simplement s'écouler le temps, comme du sable entre les doigts. La pluie tombait à verse. Ils étaient assis dans le demi-obscurité de la cuisine, éclairés seulement par la lumière chaude de la lampe suspendue, et leurs aveux flottaient dans l'air, se mêlant au parfum du thé et de la terre mouillée. Pour dissiper un peu la tension, Brigitte se leva et proposa « On ouvre une bouteille ? On a un bon blanc local, frais. » Benoît acquiesça. Le vin était frais, léger, avec des notes d'agrumes. Il coulait comme un accompagnement au bruit monotone de la pluie. Ils burent presque en silence. Mais ce silence-là n'était plus le même. Il était dense, chargé, plein de pensées inexprimées et d'une tension qui montait, sans que ni l'un ni l'autre ne cherche vraiment à l'arrêter. L'électricité entre eux était devenue presque tangible. Brigitte sentait son pouls s'accélérer, ses paumes devenir légèrement moites. Elle croisait son regard et détournait vite les yeux, mais chaque fois, c'était un peu plus difficile. Dans ce regard, il n'y avait ni arrogance ni calcul. Il y avait de la tristesse, de la compréhension, et cette attention interrogatrice profonde qui la troublait depuis le premier soir. Quand la bouteille fut vide, Brigitte, la tête légèrement prise, moins par le vin que par ce qui se passait, rassembla les tasses pour les porter à l'évier. « Permettez, je vous aide, » dit Benoît en se levant. Ils se retrouvèrent en même temps dans l'étroit passage entre le salon et la cuisine, et se heurtèrent presque. Brigitte recula maladroitement. Les tasses tintèrent entre ses mains. Benoît, par réflexe, saisit son avant-bras pour l'aider à garder l'équilibre. Son contact était brûlant à travers le tissu fin du chemisier. Il ne lâcha pas sa main. Le temps s'arrêta. Le bruit de la pluie devint un lointain murmure. Brigitte leva les yeux vers lui. Son visage était très proche. Dans son regard, une question sans mots. Un mélange de désir et de doute. Dans les yeux de Brigitte passa toute une tempête. La peur animale d'être vue, reconnue, surprise. Une honte ancienne et profonde pour les pensées qu'elle avait nourries en secret ces derniers jours. Et cette force d'attraction irrésistible, cette gravité muette à laquelle elle ne trouvait pas la force de résister. Un acquiescement silencieux qui lut au fond de ses pupilles. Elle détourna le regard. Ses lèvres tremblèrent légèrement.
Ce n'est pas bien, souffla-t-elle, presque sans voix. Dans un murmure ne se trouvait pas l'ombre d'une conviction. Son corps, lui, ne bougeait pas. Il attendait. Il se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer. Une dernière chance qu'il lui offrait, et l'embrassa. D'abord avec retenue, effleurant ses lèvres, puis ne rencontrant aucune résistance, mais trouvant une réponse avec une passion profonde et entière. Ce baiser avait le goût du vin, de la pluie et de l'interdit. Brigitte ne résista pas. Elle répondit, et dans cette réponse, dans cet instant de reconnaissance mutuelle, tout s'effondra. Les barrières, les années, toute la logique et toute la prudence accumulées. C'était un pas dans le vide, mais un pas qui, les premières secondes, ressemblait à une délivrance, un vertigineux démenti adressé à toute une vie antérieure. Dans ses gestes à lui, il y avait une tendresse mêlée de force et de détermination, si différente de la tendresse habituelle d'Axel, douce et prévisible, usée par le temps comme les galets de la plage. Celle-ci était neuve, urgente, ardente. Celle d'un inconnu qui vous voit vraiment et qui, peut-être pour cela, est le plus dangereux des hommes. Pour Brigitte, ce fut un réveil de tous les sens qu'elle avait enfouis depuis longtemps sous les couches successives du quotidien. Cela avait eu la violence d'une tempête d'été s'abattant sur le rivage et transformant pour toujours le paysage de l'âme. Une passion longtemps couvée sous les cendres de la routine s'était embrasée en une flamme aveuglante, consumant tout sur son passage. Le point de non-retour était franchi. La première réalité qui s'imposa à elle fut physique. Les plis du drap dans la chambre qu'elle partageait avec Axel, le silence, rompu seulement par la pluie qui s'apaisait et par des respirations irrégulières. La conscience revint à elle comme une vague brûlante, non pas le souvenir d'une faiblesse passagère, mais la certitude écrasante, glaciale, du lieu de la trahison et de l'ampleur de ce qui venait de se passer. Avant même qu'il murmure, les yeux au plafond, « Pardonne-moi, je n'ai pas su résister ». La première vague de culpabilité l'avait déjà submergée tout entière. Elle ne répondit pas. Elle resta allongée, immobile, sentant comment, sous ce toit, dans cette maison rêve, une fissure silencieuse et indélébile venait de naître. Un secret qui désormais diviserait sa vie en un avant et un après. En l'apparence et la réalité. En l'épouse et celle qu'elle venait de devenir. Le matin fit d'une clarté contre nature. La pluie avait tout lavé, et le monde derrière la fenêtre brillait d'une propreté et d'une fraîcheur qui blessaient les yeux. Brigitte s'éveilla avant l'aube et resta sans bouger, écoutant les bruits feutrés qui montaient de la chambre du haut. Des mouvements discrets, quelqu'un qui prépare son départ. Chaque froissement, chaque pas résonnait dans sa poitrine comme un coup sourd. Elle ne pouvait pas se lever, elle ne pouvait pas aller là-haut, ne pouvait pas croiser son regard dans la lumière du jour. La honte la clouait au lit comme une paralysie. Elle entendit ses pas dans l'escalier. Ils ralentirent devant la porte du salon où elle était allongée, les yeux fermés, feignant de dormir. Il n'entra pas. Quelques minutes plus tard, elle sortit dans la cuisine, habillée, les cheveux coiffés, s'efforçant de donner à son visage une expression neutre. Benoît se tenait près de la porte d'entrée. Sa valise l'attendait dans le couloir. Il avait l'air fatigué et grave. « Brigitte, je voulais… » Elle l'interrompit aussitôt, faisant un pas vers la cuisinière. « Tu veux un café ? Tu as commandé une voiture ?» Sa voix sonnait faux, d'une affairtude forcée qui lui était étrangère, même à ses propres oreilles. « Dans une demi-heure, merci, ce n'est pas la peine, » répondit-il en baissant les yeux. Un silence pesant s'installa, dense et insupportable. Il fouilla dans sa poche, sortit une enveloppe. « Voilà pour le séjour, et merci pour l'hospitalité. » Il posa l'enveloppe sur la console près du miroir, sans la regarder. Comme si ce n'était pas de l'argent, mais quelque chose de honteux qu'il fallait déposer là et quitter des yeux au plus vite. Il ne la regarda pas directement. Il hocha simplement la tête, prit sa valise et sortit sur le perron où l'attendait déjà le taxi venu du village. Brigitte resta debout au milieu de la cuisine, incapable de bouger. Elle entendit la portière claquer, le moteur gronder. Elle s'approcha de la fenêtre et vit la voiture s'éloigner lentement sur le chemin de terre, sa carrosserie mouillée scintillant au soleil du matin. Elle laissait derrière elle 2 traces sombres sur l'asphalte humide devant le portail. Des traces qui sécheraient bientôt et disparaîtraient,
contrairement à celle qu'il avait laissée en elle. La maison retomba dans le silence. Mais ce n'était plus le même silence qu'avant. C'était le silence d'un champ brûlé, un silence de désolation. Brigitte se mit à faire le ménage mécaniquement. Elle refit le lit dans la chambre de l'hôte, et ses mains tremblèrent au contact des draps sur lesquels subsistait encore une légère trace étrangère, l'odeur discrète de son eau de Cologne. Elle arracha le linge, le fourra dans la machine à laver, régla la température au maximum, comme si elle pouvait effacer non seulement les traces, mais la mémoire elle-même. Elle lava le sol de la chambre, essuya chaque surface, mais la sensation d'une présence étrangère, de quelque chose qui avait violé la paix sacrée de cette chambre de son fils, ne s'en allait pas. Elle s'y attarda, les gestes précis et répétitifs, comme une pénitence qu'elle s'infligeait elle-même. Axel rentra le lendemain vers le soir, bronzé, épuisé et rayonnant de satisfaction. « Brigitte, tu n'imagines pas, cria-t-il depuis le seuil en ôtant ses bottes boueuses. La pêche. Un conte de fées. Hervé dit qu'on n'avait pas vu ça depuis 6 mois. Il la serra dans ses bras. Il sentait la mer, le poisson et le soleil. Son étreinte était franche, simple, familière. Brigitte s'applia contre sa poitrine, ferma les yeux et s'efforça de toutes ses forces de ressentir ce qu'elle ressentait toujours, la chaleur, la solidité, l'amour. Mais à l'intérieur, il n'y avait qu'un vide glacé et vibrant. Elle répondit à l'étreinte, elle sourit. Elle posa des questions sur le voyage. Mais elle se regardait faire, comme une actrice qui joue dans une mauvaise pièce le rôle d'une femme heureuse, et qui sait qu'elle joue. La vie, en apparence, reprit son cours. Axel buvait son café du matin sur la terrasse, bricolait dans l'atelier, faisait des projets pour dépenser l'argent de la pêche. Mais pour Brigitte, tout avait changé de façon irréversible. Son monde intérieur était devenu un théâtre d'idées fixes. Une obsession s'était emparée d'elle. Dès qu'Axel s'éloignait, elle saisissait son téléphone. La page de Benoît était ouverte, mais il n'écrivait pas. Il avait posté une nouvelle photo, un panorama de mer pris manifestement depuis leur balcon le dernier jour. Belle, déserte, impersonnelle. Aucune allusion à elle, aucune trace de cette nuit. Et cela la blessa d'une façon particulière, presque cruelle. Elle n'était pour lui qu'un épisode si insignifiant qu'il ne méritait même pas une mention secrète. Elle avait fracturé quelque chose d'essentiel dans sa vie, et lui avait simplement tourné la page, comme on ferme un livre qu'on a lu pendant un voyage et qu'on laisse sur le siège du train. Ou peut-être était-il simplement prudent. Elle inventait dans sa tête des dialogues qu'il n'avait pas eus, des justifications qu'il n'avait pas prononcées, des retrouvailles qui n'auraient jamais lieu. Elle se remémorait chaque détail de cette nuit, chaque contact, chaque mot, et ses souvenirs étaient à la fois un doux poison et une honte brûlante. Il lui semblait que sa faute était inscrite sur son front en lettres immenses, que quiconque la regarderait comprendrait aussitôt tout. Elle se surprenait à parler à Axel avec une animation excessive, ou au contraire, à se murer dans un silence trop distant. Elle attendait qu'il remarque le changement, qu'il lui demande « Brigitte, qu'est-ce qui se passe ?» Mais Axel ne remarquait rien. Il vivait dans son monde simple et lisible, où la femme est la femme, la maison est la forteresse, et la mer est une source de subsistance et de beauté. Son ignorance était absolue. Et c'est précisément cela qui rendait Brigitte encore plus seule, encore plus effrayée. Elle était enfermée dans la cage de verre de son secret, et crier au secours lui était impossible, quelles que soient les circonstances. La punition ne vint pas sous la forme d'un éclat, de larmes ou d'une révélation. Cela aurait été plus simple. Non, elle vint silencieusement, imperceptiblement pour le monde extérieur, et s'installa à l'intérieur de Brigitte, sous les traits d'une autodestruction quotidienne et méthodique. La chambre de luxe cessa d'être simplement une chambre d'hôte. Elle devint une chambre de torture, le musée d'un seul crime. Chaque fois que Brigitte y entrait pour aérer ou changer les draps en prévision d'éventuels nouveaux locataires, mais de nouveaux locataires il n'en acceptait plus, prétextant diverses occupations, une bouffée de panique la saisissait. Elle ne voyait plus un espace vide. Elle voyait les images de cette nuit. Là, près de la fenêtre, il se tenait et regardait la pluie. Là,
au bord du lit. Ils étaient assis à parler. L'atmosphère était si dense qu'elle avait l'impression de pouvoir la toucher du bout des doigts. Le balcon, où ils avaient bu un café un matin et ri d'une plaisanterie d'Axel, n'évoquait plus la nostalgie de son fils. Il provoquait une honte aiguë, tranchante. Elle évitait d'y sortir. Cette chambre lumineuse et spacieuse était devenue l'endroit le plus sombre de la maison. Entre elle et Axel ne s'était pas élevé un simple mur d'incompréhension. C'était une forteresse entière, aux murs de glace et aux portes fermées. Ses petites tendresses habituelles, la main posée sur son épaule, la caresse dans ses cheveux, le baiser sur la joue avant de dormir, étaient devenues pour Brigitte une épreuve. Chaque contact la faisait se contracter intérieurement. Non pas de chaleur et d'amour en retour, mais d'une comparaison douloureuse et traîtresse. Elle se surprenait à évaluer son geste, à le mesurer à un autre, et cette comparaison tuait en elle les derniers restes d'innocence dans leur relation. Leur mariage, depuis longtemps transformé en une habitude solide mais un peu usée, était devenu une représentation théâtrale complexe. Chaque jour, Brigitte jouait le rôle de l'épouse fatiguée mais satisfaite, de la maîtresse de maison préoccupée par les réparations et les prix du marché. Elle peaufinait ce rôle dans ses moindres détails, le sourire au bon moment, la question posée à propos du moteur du bateau, le hochement de tête compatissant quand il se plaignait du voisin. Mais derrière cette façade grondait le vide et le désespoir. Elle redoutait la vraie proximité, l'intimité, car cela aurait signifié être pleinement honnête avec son mari. Et elle avait déjà trahi cette honnêteté-là. Leur chambre conjugale était devenue non plus un lieu de repos et de tendresse, mais la scène la plus lourde à jouer, celle où le rôle était le plus difficile à tenir. La mère, qui avait toujours été sa consolation, son thérapeute silencieux, avait changé de visage. Autrefois, son horizon infini apaisait, suggérant que tous les problèmes sont dérisoires à l'échelle de l'univers. Désormais, elle lui semblait immense, indifférente, un témoin froid et impassible. Elle avait tout vu, tout su, et son bruit éternel, qu'elle avait tant aimé, résonnait maintenant comme un reproche monotone et sourd. Le silence de la maison, qu'elle avait chéri comme un trésor rare, était devenu strident. Dans ce silence, ses propres pensées résonnaient trop fort, les souvenirs, la voix de la conscience. Elle avait perdu la paix intérieure, ce qu'elle possédait de plus précieux, ce pourquoi, au fond, toute cette vie au bord de la mer avait été construite. La sérénité s'était révélée être une boule de verre fragile, et c'était elle-même qui l'avait brisée. Une fois par semaine, le dimanche, ils appelaient Luc en vidéo. Avant, c'était le moment le plus lumineux de la semaine pour Brigitte. Elle écoutait avec fierté ses récits de projets, se réjouissait de ses succès, lui manquait simplement. Maintenant, ses appels étaient devenus une torture. En regardant les yeux vifs et intelligents de son fils, elle revenait invariablement à la même pensée obsessionnelle. Et s'il savait, que penserait-il de sa mère ? La fierté qu'elle ressentait pour lui avait cédé la place à un sentiment brûlant de sa propre indignité. Elle ne se sentait plus digne d'être cette mère pure, exemplaire et aimante qu'il croyait avoir. Elle était une menteuse. Son amour pour lui restait intact, immense, inconditionnel, mais il était désormais empoisonné par la peur. Leur conversation devenait plus courte, plus formelle. Elle lui demandait des nouvelles de son travail, de sa santé, lui prodiguait des conseils pratiques, mais elle ne pouvait plus, comme avant, partager ses petites joies, une tarte réussie, une fleur éclose dans le jardin. Ces choses-là appartenaient à une Brigitte d'avant, à une femme qu'elle avait l'impression de ne plus tout à fait être. Et le pire, c'est que Luc ne remarquait rien non plus. Il souriait, racontait, riait. Son visage sur l'écran était confiant, serein. Il ne voyait que sa mère, fidèle, solide, toujours là. Et Brigitte, souriant en retour, hochant la tête, s'entendant répondre les mots qu'il fallait, ressentait combien elle s'éloignait d'elle-même à chaque seconde, doucement, inexorablement, comme une barque qui dérive sans bruit au fil du courant, si loin du rivage qu'on finit par ne plus voir la côte. Ces joies-là lui semblaient désormais fausses, comme elle-même. Une distance invisible avait grandi entre eux, et elle seule en était coupable. Axel, lui, ne sut jamais rien. Il vivait comme il avait toujours vécu.
Le matin, il buvait son café sur la terrasse, respirant l'air marin avec satisfaction. Il réparait le portail qui refusait obstinément de se fermer parfaitement. Il évoquait des projets pour une nouvelle extension. On pourrait agrandir la véranda, tu ne crois pas? Il était heureux dans son ignorance simple et honnête. Il aimait sa maison, sa femme, sa vie. Et c'était là la plus cruelle des ironies. Mais Brigitte était punie, justement et sans pitié. Elle n'avait besoin ni du jugement de son mari, ni de celui du monde. Le juge était en elle, et la sentence avait été prononcée dès ce matin silencieux qui avait suivi le départ de Benoît. Elle continua de vivre dans la maison de ses rêves, ce refuge si chèrement conquis, si longtemps désiré, dans lequel s'était installé pour toujours, jusqu'à son dernier souffle, le fantôme d'une seule semaine, le fantôme d'une pluie d'été, d'un vin blanc frais, de lèvres étrangères et de sa propre faiblesse. Elle avait payé le prix le plus élevé, non pas en argent, ni en réputation. Le silence avait préservé tout cela. Elle avait payé avec la paix de son âme, désormais blessée et meurtrie. Avec l'intégrité de sa famille à ses propres yeux, car sa famille était devenue une image à l'intérieur de laquelle elle se sentait étrangère, seule, comme une intruse dans son propre foyer. Et enfin, elle avait payé avec cette joie tranquille et profonde que procuraient les choses simples, la tasse de café du matin, le coucher de soleil qui embrasait l'eau de pourpre et d'or, le grondement des vagues par temps de tempête. Ces choses étaient restées les mêmes. C'était elle qui avait désappris à les ressentir. Le coucher de soleil sur la mer n'était plus pour elle qu'un beau décor sans âme, le fond de scène de son drame personnel, invisible à tous. La lumière était là, le ciel flamboyait, et elle regardait sans voir, sans que rien n'arrive jusqu'à elle. Son châtiment, c'était elle-même. Se souvenant sans cesse, comparant sans cesse, craignant sans cesse qu'un jour, par quelque caprice imprévisible, cette mer calme et indifférente ne rejette à ses pieds, sur le sable mouillé devant sa porte, non pas un coquillage ou un éclat de verre poli par les flots, mais son propre secret noir et empoisonné. Et cette peur, cette vie permanente sur le champ de mine de sa propre mémoire, était la conséquence la plus terrible de ces quelques heures qui avaient tout retourné. Pas l'acte lui-même, pas la nuit, ni le matin qui avait suivi, mais l'après. Le long, interminable, silencieux après, dans lequel elle continuerait de marcher, le visage serein, les yeux tournés vers la mer, portant en elle quelque chose que personne ne verrait jamais, et qui ne la quitterait plus jamais non plus.